le prix de l'essence va augmenter demain matin de 36 agourot. C'est un record depuis 2012. C'est dû à deux choses. D'abord, le fait que le shekel est en ce moment pas tellement fort par rapport aux autres monnaies, surtout par rapport au dollar, puisque le dollar est au-delà de 3,40, et également au prolongement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons le plaisir de retrouver dans notre studio le docteur Daniel Guggenheim avec un jour de retard, mais ça c'est dû à certains changements de programme. Merci d'être venu, Daniel, ce matin dans notre studio pour parler de ce que vous avez remarqué dans la presse économique de ces derniers jours. Et bien entendu, ce qui est incontournable, on le disait même dans la revue de la presse, c'est l'augmentation du prix de l'essence. 8 shekels, 8 agorotes à partir de demain pour le litre de super. C'est énorme et il faut préciser que ce n'est pas le seul produit qui augmente, le lait aussi va augmenter de manière considérable. Oui, ce sont effectivement les deux produits qui ont fait la une de l'actualité, point de vue de l'augmentation des prix cette semaine dans la presse financière. Concernant l'essence, comme vous avez dit, c'est 8 shekels 0,8 et je ne sais pas si vous l'avez précisé, c'est un record depuis 2012. Oui. Un record sans l'inflation, bien entendu, un record nominal. Un record dont on se serait passé. Mais c'est quand même lourd pour les gens. Maintenant, c'est dû à quoi? D'abord, le shekel est faible en ce moment relativement. Le dollar, puisque le pétrole est acheté en dollars, est au-dessus de 3 shekels 40, et voire il a été même presque pas loin de 3,50. Et donc, bien entendu, ça implique sur le prix de l'essence qui est vendue au public, puisque c'est une des choses. Un des facteurs, c'est le dollar. Un autre facteur, c'est bien entendu la suite de la guerre en Ukraine, que à cause de ça, le pétrole est monté jusqu'à 110-120 dollars. Alors, d'abord, je voudrais dire que hier, j'ai entendu Emmanuel Macron, dans une conférence de presse, parler des profiteurs de la guerre concernant justement l'idée de taxation pour les... je pense qu'il pensait aux compagnies pétrolières qui faisaient beaucoup d'argent en ce moment. Mais d'après la presse israélienne, il y a une autre chose qui se passe, en tout cas au niveau de l'Europe, et la chose suivante. Si on remarque, le rouble russe qui avait beaucoup baissé, la monnaie russe, est à son niveau historique. Et donc ça veut dire que les exportations russes ne sont pas gênées par les sanctions, et en particulier celle du pétrole. Alors qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est important que nos auditeurs le sachent, puisque c'est en plus la presse israélienne qui l'a fait remarquer, j'ai pas vu ça dans la presse européenne, que la Russie vend à l'Inde et à la Chine du pétrole, plus que d'habitude. Et il est raffiné en Chine et en Inde, et après vendu aux Européens. Donc, en vérité, il n'y a pas de sanction. Et en plus, les Européens l'achètent beaucoup plus cher que s'ils l'avaient acheté en Russie. De toute façon, ils ne peuvent plus l'acheter directement en Russie parce qu'à cause qu'il y a la guerre, les bateaux ne veulent pas passer là-bas. Donc, en fait, les profiteurs de la guerre, on pourrait dire, c'est la Chine et l'Inde qui profitent beaucoup, en tout cas au niveau du prix du pétrole. Maintenant, ce qu'on remarque, parce que j'ai dit aussi où va-t-on par rapport à ça, il y a une grande discussion dans les économistes pour savoir est-ce qu'on est maintenant dans tous les pays à ce qu'on appelle un pic de l'inflation et est-ce que ça va redescendre dans les prochains mois. Et bien sûr, on a parlé souvent ici de ça, il y a une politique monétaire agressive des banques centrales, mais il y a aussi le fait, on remarque que les matières premières, y compris le pétrole, pour l'instant stable, même pour certaines matières premières, reculent. Et donc, ça serait peut-être une annonce que dans les prochains mois, effectivement, l'inflation, le rythme de l'inflation baisserait et nous pouvons nous réjouir peut-être de cette situation. Concernant le lait, maintenant, une dernière chose, il va augmenter de 5%. C'est dû au fait, bien entendu, que pour ceux qui produisent le lait dans les kibbutzim, dans les agriculteurs, etc., ça leur vient beaucoup plus cher parce que l'engrais, ce qu'il faut donner à manger pour les animaux a beaucoup augmenté à cause également de la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Et en vérité, ils voulaient une augmentation de 15% et ils allaient presque aller jusqu'à la cour de la Cour suprême, le Bagatz, comme on appelle, et finalement,
ils se sont arrangés, ils ont fait un accord tripartite pour l'instant à 5%, parce que le gouvernement voulait pas encore qu'après toutes ces hausses, il y ait encore une autre massive du lait qui est, je parle du lait qui est surveillé, dont le prix est surveillé, parce que c'est un élément de base et que, bien entendu, on essaie de faire par tous les moyens. Okay. Une dernière chose pour l'instant, j'ai oublié de dire, c'est que Lieberman a dit qu'il va encore baisser la taxation sur les du mois d'août. Il a dit qu'il peut pas le faire maintenant. Encore d'un demi-shekel, bien qu'il reste, en tant que ministre, il peut le faire parce que c'est pas quelque chose qu'il a besoin pour ça, l'accord de la Knesset. Ok. Alors, le deuxième titre que vous vouliez évoquer, c'est une loi votée pour protéger les acheteurs d'appartements neufs. Face à la publication de chiffres qui sont plutôt alarmants sur des retards de projets, de construction, de développement de projets. Oui, je dirais même plus que plutôt alarmant, vraiment alarmant. Il y a eu devant la commission des finances des chiffres qui ont été donnés sur le retard de livraison aux acheteurs d'appartements neufs. Il faut savoir que 83% des appartements qui sont vendus ont au moins un retard de 2 mois et 40% de 1 an. Et alors, c'est très problématique pour les acheteurs, parce que ça veut dire qu'ils doivent encore supporter un coût de la mashkanta plus longue, ils doivent supporter une location qu'ils ne pensaient pas faire. Et d'ailleurs, c'est confirmé par d'autres chiffres statistiques. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, la moyenne normale pour construire un appartement en Israël était d'un peu plus de 20 mois. Maintenant, il est passé à 30 mois. Donc, c'est étonnant. Alors que la technologie a augmenté, on voit que les appartements, ça met plus longtemps à les construire. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'appartements qui commencent à se construire, mais aussi peu d'appartements qui sont terminés. On remarque qu'en 2019, il y avait 52 000 appartements qui ont été terminés, et en 2021, seulement 47 000. Donc, alors qu'il y avait plus de construction d'appartements. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? 2 choses, 3 choses même. Une chose qui est de la Banque d'Israël qui a dit, moi, je vais pas demander aux banques que dans un cas comme ça, ce soit plus facile pour les mashkantaot, que les banques donnent un prêt un peu plus important. Bon, mais point de vue de la loi, il a été décidé 2 choses. Une chose qui fait que les promoteurs, à partir de 2 mois, devront payer beaucoup plus cher le dédommagement, c'est pas seulement, avant c'était seulement 1 an, maintenant c'est après 2 mois, et un dédommagement de 150% par mois, etc., pour justement permettre à l'acheteur de ne pas être endommagé. Et également, il a été décidé que seulement une partie, seulement jusqu'à 40%, pourrait être liée à ce qu'on appelle l'indice de la construction. Maintenant, il faut savoir la chose suivante. J'ai vu des articles notamment dans Globe, et je pense qu'ils ont raison. Ce qu'on risque d'avoir, c'est la chose suivante, c'est que les promoteurs, ils vont dire, si c'est comme ça, nous, on va prendre beaucoup plus de marge pour promettre à quelqu'un dans un contrat quand son appartement va être construit. Et donc, on risque maintenant d'avoir un élargissement des contrats. Il faut voir ce qui va se passer dans la pratique, mais c'est un risque. Et c'est qu'en fait, il n'est pas évident qu'à la fin, les acheteurs d'appartements bénéficient de ça. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de la limitation par rapport à l'indice de la construction, les acheteurs voulaient beaucoup plus, enfin, les budgets qui les représentaient, il y a eu un compromis. Et en tout cas, les promoteurs disent que c'est une mauvaise loi et que d'après eux, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de construire massivement et de faire baisser le prix des terres qui leur sont données. Ok, alors là, on va aborder un autre sujet. Ici, on parlait de la société boursière Unet. Crédit, dont le président, le chef du directoire a été Moshe Kahlon, l'ancien ministre des Finances. Elle est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Non, il y a plus. Oui. D'abord, ici, je suis dans cette chronique. D'abord, le représentant est des épargnants. Ouais. Tout celui qui, je travaillais 30 ans à la Rechute au terrain, donc là-bas aussi, on protégeait les épargnants. Et donc, c'est quelque chose qui m'est cher. Cette société, Unit Credit, c'est une société qui valait 300 millions de shekels à la bourse l'année dernière. Ah bon ? C'est une société qui fait justement, effectivement, prête à crédit aux gens, pas des banques, aux gens qui ne peuvent pas aller dans les banques, et de 12% au moins.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris Moshe Carlon, qui était ministre des Finances, ce qui est loisible. Quelqu'un termine la politique, il peut faire, il n'est pas le seul, ce qu'on appelle faire pour sa maison, c'est-à-dire il peut rentrer dans le monde des affaires. Mais il y a eu un premier problème que la presse a soulevé, encore une fois, sa presse financière qui a soulevé, qui a dit, mais pourquoi lui donner 8 millions de shekels par an, alors que lui-même s'est battu pour pas que les banquiers gagnent plus de 4 millions de shekels? C'est un mauvais exemple pour les gens, de certaine façon. Et effectivement, la question se pose. La question, et encore, je vais être très prudent ici parce qu'il y a une enquête sûrement qui va être menée, et il y a eu des malversations, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a des dizaines de millions de shekels qui ont été enlevés de cette entreprise. D'après une partie de l'entreprise, de certains directeurs, il s'agirait du président qui aurait pris beaucoup d'argent pour lui, des dizaines de millions de shekels. Lui, il dit que non, mais de toute façon, il y a de l'argent qui a disparu. Et il y a eu une première enquête qui a été faite par quelqu'un d'extérieur et qui a abouti à la conclusion qu'il manquait 30 millions de shekels au moins dans la société. Maintenant, je me demande les deux autres questions que la presse financière se pose. Où sont les régulateurs? Parce qu'effectivement, la présidente de la Reshut a été nommée par Carlon et elle aura peut-être un problème pour mener une enquête là-bas. Mais si les gens vont dans une société qui est en bourse, c'est-à-dire elle s'attend à ce que la Reshut נייrot Areth, elle qui est chargée de surveiller ce qui se passe dans l'entreprise, exerce sa surveillance. Et s'il y a un problème, qu'elle le sache avant tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé en fin 2021. Et c'est maintenant c'est-à-dire que maintenant que il y a quelques semaines, disons, que ça a été complètement stoppé à la bourse et que les gens ont perdu beaucoup d'argent. Une autre chose, j'ai vu qu'il y a eu des Kranot Emanu, c'est-à-dire des SICAF, surtout à Yalon, qui a été là-bas. Et il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les vérifications nécessaires. Et c'est très important pour pouvoir continuer à avoir une confiance dans le marché financier en Israël, qu'on ait des réponses précises aux questions que je viens de poser. Alors, on va terminer par une bonne nouvelle pour les salariés, en particulier pour les vacances et pour ceux qui font les Milouim. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Voilà, des bonnes nouvelles. Oui. Alors, concernant Demé Havra, en hébreu ça s'appelle Demé Havra, et on pourrait dire, j'ai dit les sous pour les vacances, c'est-à-dire qu'il y a, depuis en Israël, ça touche entre 2 millions et 3 millions de salariés, d'après ce que les journaux disent, reçoivent, ou bien chaque mois, ou bien une fois par an, de quoi comme pour pouvoir leur permettre de partir en vacances. C'est comme un salaire, d'ailleurs, c'est imposable, etc. Mais c'est quelque chose qui est appréciable et qui permet aux gens de pouvoir partir en vacances. Maintenant, pendant 6-7 ans, dans le secteur privé, je parle, ça n'a pas été augmenté. L'année dernière, ça devait être augmenté, ça n'a pas été fait. Alors, il y a eu un accord maintenant, cette semaine, entre la Histadrut, donc qui représente les syndicats qui représentent les salariés, et une partie en tout cas du patronat qui a dit qu'on va augmenter de 22 shekels, on va passer à 400 shekels par jour de ce qu'on appelle jour de vacances. Chacun, ça dépend combien il a de droits par rapport à ça. Ce qui s'est passé, le ministère qui est chargé de ça, le ministère du Travail, a dit que ça va mettre 2 mois point de vue juridique pour que ça soit accepté et être sûr, mais nous conseillons déjà aux entreprises de faire cette augmentation. Maintenant, il faudra suivre, et c'est pour ça que je le parle, il faudra tous les salariés de regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Une dernière bonne nouvelle qui a été faite, c'était juste avant que la Knesset se termine cette semaine, il y a des gens qui sont dans les Milouim, qui doivent, donc, effectuer un service de réserve. Et à ce moment-là, qui c'est qui paye? Le bitoire les assurances sociales. Et d'habitude, c'était calculé sur les 3 derniers mois. Or, il y a des gens qui ont eu une augmentation de salaire. Maintenant, je suis en partenariat Elohim. Alors, ils disent, moi, ils ont fait ça aux 3 derniers mois, je perds. Alors, ils ont décidé que s'il y a une augmentation de salaire de 20%, tu seras sur le bitoire Elohim, sera sur le dernier mois, te calculera sur le dernier mois. ils ont voulu 20%, comme dans toute chose, il y a des compromis. Moi aussi, je pensais que 10% serait suffi déjà pour que quelqu'un ait fait, mais enfin, c'est comme ça la Knesset. Et donc, voilà où on en est pour cette semaine. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol complet de la presse économique israélienne de cette semaine. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle revue de la presse. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu dans notre studio.